Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire conférence débat consacré au Rwanda, puissance des Grands Lacs, que nous avons organisé en collaboration avec l'IRIS. Alors, je vais commencer par vous présenter nos intervenantes et intervenants. Fatou Elisba, vous êtes chercheuse à l'IRIS et responsable du programme sécurité humaine. Bonjour. Bonjour. Samir Ramdani, vous êtes chercheur à l'IRIS, co-responsable du programme énergie et matières premières. Bonjour. Bonjour. François Robinet, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Fanny Mayoviel, vous êtes directrice de collection pour Hachette Éducation et vous enseignez la géopolitique au lycée Jacques de Cour à Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Et Henri Simoneau, vous êtes également directeur de collection pour Hachette Éducation et vous enseignez la géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Bellevue à Albi. Bonjour. 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 Voilà, donc nous allons passer 1h30 ensemble. Dans un premier temps, nos intervenants discuteront d'un certain nombre de thématiques. Des questions ont été préparées par Henri Simoneau et Fanny Mayoviel en lien avec notamment le programme d'AGGSP Terminal. Et ensuite, nous aurons une trentaine de minutes environ pour répondre à vos questions, au maximum de vos questions. Voilà, je dois vous préciser que ce webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'un replay qui sera disponible d'ici 1 ou 2 jours pour les adhérents à l'IRIS et qui sera disponible d'ici à 2 semaines pour le grand public sur la chaîne YouTube de l'IRIS. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Moi, je vais commencer par une question sur la puissance rwandaise, qui est une grosse partie du programme en AJGSP au lycée. Et la première question qu'on se pose, c'est que on parle plus du tout du Rwanda de la même façon. On parlait avant beaucoup, bien sûr, de la violence, du génocide, et maintenant on parle beaucoup plus de l'économie du Rwanda. On voit que sa croissance est continue, et si bien que on peut se demander sur quelle stratégie le Rwanda a fondé son développement. Apparemment, cette stratégie est payante puisqu'on parle de miracle rwandais, mais peut-on vraiment parler de miracle rwandais? Bonjour, je vais peut-être commencer avec cette première question. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que ces dernières décennies, elle a été marquée par une forte croissance pour le Rwanda, qui a permis aussi d'améliorer considérablement les conditions de vie des Rwandais, qui vivaient depuis 1994 dans une période de post-génocide et avec de nombreux défis de reconstruction et de résilience. Alors, aujourd'hui, c'est quand même un pays qui est sous la présidence de Paul Kagame, qui est au pouvoir depuis 25 ans, un État centralisé, autoritaire, un État rwandais qui a connu une transformation profonde et qui a basé son cheval de bataille sur des politiques développementistes avec des performances économiques, enfin surtout macro depuis 25 ans, on peut estimer qu'entre 2000 et 2019, le pays a enregistré un taux de croissance annuel qui avoisine les 7 à 9%. On est passé dans les années 90 d'un PIB par habitant de 250 dollars à aujourd'hui 1000 dollars, au niveau comparable quasiment de l'Ouganda, même si toujours inférieur au Kenya. Et ce qu'on observe, alors pourquoi aussi on a tendance à avoir cette rhétorique, utiliser cette expression dans le débat public de miracle rwandais, c'est que malgré les chocs et notamment malgré l'inflation, malgré le Covid, le pays a fait preuve d'une résilience macroéconomique notable. Il reste dans un endettement qui est jugé modéré et soutenable, selon le FMI. Une stratégie de développement centralisé, planifiée, qui paraît payante, puisque le cœur du modèle rwandais, il repose sur sa stratégie de développement qui est totalement planifiée, dirigée par l'État, articulée par le projet Vision 2020 d'abord et qui s'est dégagé après avec le projet Vision 2050. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que d'ici 2035, le pays ait atteint un revenu intermédiaire supérieur et d'ici 2050, un revenu élevé. Donc, on est dans une gouvernance économique totalement centralisée qui s'est axée sur trois piliers stratégiques. Tout d'abord, la modernisation
de l'agriculture, du secteur primaire, dont dépendent 60% de la population active, avec une intensification agricole, notamment structurée sur les filières d'exportation avec le café, qui a conclu à des résultats qui sont favorables. Un investissement massif dans les infrastructures, notamment à Kigali, Kigali qui est la capitale vitrine du Rwanda, qui est une vitrine régionale de la modernité, avec des routes, au niveau énergie, au niveau des techniques d'information et communication, mais aussi faire en sorte que Kigali soit une place, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard sur la question du soft power, une place attrayante pour les investissements qui viennent de l'étranger, que ça soit une jolie vitrine du business. Un développement aussi, du coup, par ricochet des services, avec un tourisme haut de gamme, finance, voilà, des services numériques qui soient viables. Et ce qu'on note, c'est que dans le dernier rapport de la Banque mondiale, Business Ready, le Rwanda, ça reste l'une des places attractives, l'un des meilleurs climats pour les affaires sur les continents africains. Ce qu'on note aussi, c'est que ce développement planifié, centralisé, impulsé par le pouvoir et notamment par l'exécutif, il s'accompagne aussi de politiques sociales qui ont été des politiques sociales ambitieuses au départ. L'idée, c'était de mettre en place un accès élargi à des soins de santé de qualité et remboursés, accessibles, avec un système de santé et d'assurance maladie communautaire. Aussi des progrès notables dans l'accès à l'éducation primaire et une quasi universalisation de la scolarisation. Donc, toutes ces politiques sociales, elles ont permis d'améliorer l'indice de développement humain. Néanmoins, est-ce qu'on peut parler de miracle dans la mesure où il préexiste des inégalités économiques et sociales qui persistent et qui fragilisent le modèle rwandais dans la mesure où le progrès il se concentre surtout en zone urbaine, notamment à Kigali. Et les zones rurales, elles restent plus pauvres, plus marginalisées et exposées beaucoup à la pression du foncier. Alors, est-ce qu'on peut parler de miracle? À titre individuel, la notion de miracle économique, qu'il s'agisse, c'est pas la première fois qu'on l'entend quand on parle du miracle rwandais, qu'il s'agisse de l'Inde, on a parlé du miracle indien, du miracle ivoirien, c'est surtout un narratif politique, c'est pas un concept analytique en économie du développement. Dans le cas, par exemple, du miracle ivoirien, qui est entre les années 60 et 70, on parlait d'une forte économie, une croissance économique qui reposait principalement sur la rente agricole et notamment le cacao, mais fortement aussi dépendante des cours mondiaux et d'un endettement qui venait de l'extérieur. Donc, ce qui a conduit dans les années 80 à un effondrement du modèle économique et de la stratégie engagée qui était déjà pensée comme fragile. Quand il s'agit aussi du miracle indien, c'est aussi une rhétorique politique dans la mesure où l'Inde était dans une stratégie de vouloir attirer les investissements de l'étranger. Elle voulait paraître plus attractive. Ça faisait partie aussi des réformes de libéralisation dans les années 90 et ça a masqué totalement les profondes inégalités sociales, territoriales, socioculturelles avec les casques et la polarisation du développement qui était concentrée sur le pôle urbain et technologique qui a totalement marginalisé, excusez-moi, une partie de la population qui reste encore vulnérable aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, quand on parle de miracle rwandais, c'est une manière de survaloriser les performances macro au détriment parfois d'indicateurs essentiels comme le développement humain, comme la réduction durable des inégalités, comme les mécanismes de résilience, mais comme aussi l'adaptation et la préparation aux aléas environnementaux dont le Rwanda est un pays particulièrement vulnérable. Alors, appliqué au Rwanda, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de miracle rwandais, ça occulte totalement la fragilité structurelle du modèle rwandais, les tensions sociales à l'œuvre et les contraintes politiques de ce modèle et autoritaire, en tout cas dans son mécanisme de gouvernance.
Je vais pas forcément monopoliser la parole, mais je voulais juste évoquer un dernier point qui est sur l'intégration internationale du Rwanda. Et effectivement, le Rwanda, c'est un pays qui a quand même su tirer parti de la coopération internationale. Alors, il y a au Rwanda une forme de mobilisation de l'aide publique au développement et une dépendance qui est qualifiée de relative comparée aux autres pays de la sous-région. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu ces dernières années un renforcement enfin, des relations entre l'Europe et le Rwanda. En France, notamment, on a vu réouvrir le bureau de l'AFD en 2021 et depuis 2019, entre 2019 et 2025, c'est environ 580 millions d'euros qui ont été engagés en aide publique au développement français au Rwanda. Ce qui est intéressant, c'est que le Rwanda, et on en parlera quand on parlera du soft power rwandais, pardon, il se positionne comme un partenaire privilégié africain pour les puissances occidentales, un partenaire de confiance dans les politiques aussi de régulation des flux migratoires. Alors, c'est une diplomatie d'influence qui est totalement assumée par le Rwanda, mais qui est parfois controversée. Il y a eu un accord avec le Royaume-Uni en 2022. Cet accord, il vise à renforcer son influence au niveau mondial. Il prévoyait quoi? Il prévoyait que le transfert de demandeurs d'asile qui étaient arrivés au Royaume-Uni, arrivés légalement au Royaume-Uni, soit envoyé vers le Rwanda, un pays qui était, entre guillemets, jugé sûr, sécurisé, en capacité d'examiner les demandes d'asile et pouvant accepter ou les refuser. Et pour Londres, finalement, l'objectif, c'est de lutter contre l'immigration clandestine avec ce partenariat et de dissuader les traversées de la Manche en bateau illégalement qui se sont faits par des personnes en situation de migration venant essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient. Et en échange, Kigali recevait environ 240 millions de livres sterling en quelque sorte. Donc, ce qui est intéressant, et je vais terminer là-dessus, c'est que on a une assistante de recherche à l'IRIS, une ancienne assistante de recherche, Clémence Noisette, qui a fait une note très intéressante, et je vous invite à la lire, sur les politiques étrangères de l'Union européenne au Rwanda. Et elle a bien démontré dans sa note l'étau de cette stratégie européenne au Rwanda, où il y a une volonté de continuer de se concentrer sur leurs intérêts stratégiques qui sont qui sont centrés essentiellement sur les minerais. Euh, de continuer de valoriser le Rwanda comme un leader régional, un partenaire économique privilégié, et aussi en soutenant la défense du Rwanda, notamment au Mozambique, mais à contrario, en condamnant l'implication de Kigali dans le soutien des groupes armés qui s'installent et qui occupent la RDC. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur ce point et laisser la parole aux autres. Alors aux autres ou à moi pour une deuxième question Oui. parce que vous en parliez sur la puissance douce. Euh, on a vu fleurir des campagnes sur Visit Rwanda en France avec son au PSG. On a pu suivre le Tour du monde de cyclisme en septembre qui s'est déroulé à Kigali. Est-ce que ces grandes campagnes de communication ont un résultat en fait, une vraie efficacité. Est-ce que c'est un pays qui devient un vrai pays touristique? Est-ce que tout cela assoit la puissance régionale du Rwanda? En fait, depuis, effectivement, bah, le génocide, les images du génocide, elles ont marqué au niveau international. Le laisser-faire extérieur des puissances mondiales aussi. Depuis le génocide de 1994, le Rwanda est toujours dans cet axe de, de, de politique développementiste rigide. Ils ont mis en place un soft power, une stratégie délibérée de reconstruire, de reconsolider une image forte à l'international. L'idée, par là, c'était de se placer comme ce pays enclavé, mais un État moderne, un État performant économiquement, ce qui camoufle aussi leur fragilité structurelle et les questionnements qu'on peut avoir sur la durabilité du modèle, hein.
Et cette stratégie, elle passe par un soft power intensif, alors que ce soit via le sport, comme vous l'avez dit, ou via la campagne Visite Rwanda, et les partenariats stratégiques qui sont faits avec le groupe Paris Saint-Germain, Arsenal, et j'en passe, mais aussi avec une mobilisation volontaire, ciblée des diasporas rwandaises, mais aussi des diasporas africaines, des communautés afrodescendantes. La promotion, comme j'en parlais tout à l'heure avec le développement du secteur tertiaire, pour attirer les investissements de l'étranger, il faut aussi promouvoir un tourisme aussi haut de gamme, mais un tourisme et un écotourisme aussi, puisque le Rwanda se place aussi comme bon élève face aux aléas climatiques, un bon élève qui arrive à se positionner face aux aléas environnementaux, notamment avec toutes les restrictions et l'interdiction de l'usage du plastique, par exemple, mais aussi son positionnement en faveur de l'accord de Paris, par exemple aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, il y a toute une volonté, comme je vous disais, de vitrine avec Kigali. C'est une capitale attractive, sécurisée, avec un fort accès au culturel, à des activités culturelles. Euh, le développement de Rwanda Air aussi avec qui va dans cette visée, la reconstruction d'un aéroport international. Tout ça, ça va dans le sens de une mise en scène d'un pays moderne, destiné aux investisseurs, qui est prêt à accueillir des bailleurs venus du monde entier. Et puis aussi une diplomatie culturelle avec un repositionnement linguistique. Alors, le Rwanda a adopté l'anglais comme langue dominante dans l'administration et dans l'enseignement. Ceci pour faciliter aussi l'intégration des réseaux anglo-saxons et est-africains aussi, hein. Son adhésion au Commonwealth, tout en continuant de participer activement à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir de continuer de rester dans les flux diplomatiques, dans les réseaux diplomatiques multilatéraux, désenclaver politiquement le pays, représenter un exemple pour le continent africain, un exemple, un bon élève de stabilité, mais aussi ça leur permet dans un deuxième temps de se positionner comme un gendarme régional, comme une puissance sécuritaire. Alors au-delà du soft power, ce qui est intéressant, c'est que le Rwanda, il se développe comme une puissance sécuritaire régionale, déjà fondée par une professionnalisation des forces de défense rwandaises. Et le Rwanda, c'est déjà, première information, c'est l'un des premiers contributeurs africains des opérations du maintien de la paix de l'ONU, notamment en Centrafrique et au Soudan. Ils interviennent aussi à l'international. C'est le deuxième plus grand contributeur derrière le Népal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ils ont une capacité à se positionner aussi, à être un partenaire sécuritaire privilégié, pas que sous l'axe économique. Ce que ça camoufle aussi, c'est une stratégie qui est totalement ambivalente et qui est contestable, puisque le Rwanda est régulièrement accusé d'être un régime autoritaire, centré autour de l'exécutif. Son implication, on en parlera à l'est de la RDC, via son soutien présumé au M23, et aussi la tension permanente qu'il peut y avoir entre le discours de paix post-génocide, de résilience, de réconciliation, et une pratique sécuritaire offensive. Qui alimente les critiques sur un soft power qui est totalement instrumentalisé. Donc c'est là voilà, la posture du Rwanda, elle est fragile, elle reste ambivalente. Elle reste questionnable aussi. Est-ce que c'est une puissance régionale durable? Ça, c'est une autre question. Et aussi, une puissance régionale, c'est dans sa capacité à faire des partenariats avec les autres. Donc ça, on pourra peut-être le voir par la suite. Merci. Alors, je vais peut-être reprendre la parole et continuer cette discussion autour de la question de la guerre et par ailleurs aussi de fait de la paix et peut-être la situation actuelle ou récente. Alors, en 2022, les troupes rwandaises
pénétrait en République démocratique du Congo pour soutenir des groupes armés et opposés au gouvernement congolais, notamment la M23, même si Kigali s'en défend. Et ici, peut-être, c'est ce qu'on aimerait savoir, c'est les origines et sans doute aussi les enjeux en fait de ces tensions entre le Rwanda et la RDC qui ne datent pas d'hier. Et ici, peut-être, jusqu'où remonter, et sans doute aussi, parce qu'on en parle beaucoup, quel est le rôle ou l'enjeu des minerais, des ressources plus généralement, dans la région du Kivu, et bon, plus généralement à l'est à l'est de la RDC. Euh, Peut-être ici, Samir Hamdani, ce que vous pourriez nous en dire. Sur les ressources, oui, non pas sur les origines socio-historiques du conflit, puisque c'est pas une région dont je suis expert. Moi, je l'aborde uniquement justement par le biais de la question des ressources. Alors, sur le rôle des ressources dans ce conflit, je pense qu'on peut pas réduire les facteurs socio-historiques justement à des simples prétextes pour capter les ressources minières, mais que ces facteurs sont vraiment structurants. Dans le même temps, il est certain que nous n'aurions pas un conflit de cette ampleur avec de tels moyens engagés par le Rwanda pour soutenir le M23 et d'autres groupes dans la région si l'un des objectifs principaux de ces opérations militaires n'était pas justement de prendre le contrôle des très rentables ressources minières du Kivu. Alors d'abord, de quelles ressources parle-t-on? D'or, beaucoup d'or, et aussi de ce qu'on appelle communément les 3 T, qui sont le tungstène, l'étain et le tantal, qui est issu du minerai de coltan. Donc ces minerais, on les trouve en grande quantité dans la région du Kivu et ils sont essentiels. C'est pour ça qu'on appelle ça des matières premières critiques désormais. Ils sont essentiels aux technologies du numérique et également à des implications industrielles, comme dans le secteur de l'aéronautique, mais aussi également dans le secteur de la défense. Ce sont des minerais extrêmement précieux pour produire des armes. Donc, on est toujours vraiment dans des enjeux extrêmement stratégiques. Alors, pourquoi le Rwanda agit de la sorte? Parce que la question minière est vraiment au centre de son économie. Alors déjà, il faut savoir que le Rwanda et les entreprises minières du pays ne publient pas les tonnages qui sont produits sur les sites d'extraction. Mais on peut quand même avoir des estimations et observer un décalage entre ce que le Rwanda exporte et ce dont le Rwanda dispose. Donc les experts estiment que pour le coltan, on aurait environ 100 tonnes de produits par an au Rwanda, alors que le Rwanda en exporte 2000 tonnes, par exemple, en 2023. Pour l'or, la production locale, c'est environ 0,3-0,35 tonnes, on va dire, par an, alors que les exportations, elles, sont de 20 tonnes. Et on voit toujours des ambitions grandissantes dans le secteur, en 2019, par exemple, le Rwanda a ouvert sa première raffinerie d'or avec une capacité de traitement de 70 tonnes par an. Donc, je disais, le secteur minier au centre de l'économie, il représente à peu près 70% des exportations rwandaises et les revenus miniers du Rwanda étaient de 373 millions de dollars, pardon, en 2017 et ils sont passés à 1,7 milliard de dollars en 2024. Ne serait-ce qu'entre 2022 et 2023, ces revenus ont augmenté de 43%. Alors, les autorités rwandaises expliquent cela par, je cite, une croissance de la valeur ajoutée et des investissements dans la mécanisation, ainsi que par la mise en œuvre stratégique de pratiques minières responsables et durables. Alors, dans les faits, cette augmentation coïncide quand même beaucoup avec l'avancée du M23 au Kivu que l'on peut observer sur les cartes qui sont projetées. Selon l'ONG anglaise Global Witness, 90% des minerais exportés par le Rwanda
proviendraient des mines de la RDC. Et donc au Kivu, donc la région concernée, on n'a pas de grosses mines industrielles comme on peut le voir plus au sud dans la région du Katanga, où là au Katanga, c'est du cuivre, du cobalt qui est exploité par vraiment des grosses majors internationales, principalement des entreprises chinoises. Au Kivu, là, c'est plutôt des mines artisanales, ce qui favorise le contrôle par les groupes armés qui peuvent y exploiter la population. On a de nombreux cas de travail forcé, de travail des enfants, etc. Fatou, si tu veux passer sur la deuxième carte. Merci. Alors du coup, la plupart de ces minerais, extraits bruts, donc dans les mines artisanales dont je parlais, ensuite ils sont achetés par des négociants contrebandiers, puisque l'État congolais a peu de contrôle sur les flux dans la région, qui les revendent notamment via Goma, qu'on a vu au centre de l'actualité récemment. Et ensuite, ces minerais sont exportés par deux corridors principaux. L'un au nord que l'on voit, donc la voie ougandaise qui ensuite passe par le Kenya, et l'autre au sud, donc qui ensuite aboutit notamment au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Et c'est à partir de là que ces minerais vont pouvoir atteindre les marchés internationaux, donc l'Asie, les Émirats arabes unis, mais aussi l'Europe et les États-Unis. En s'imposant dans les chaînes de valeur des matières premières critiques, le Rwanda, justement, se pose en partenaire incontournable pour les puissances internationales et notamment occidentales. On voit que des entreprises européennes contribuent à faire du Rwanda le nouveau centre métallurgique de la région des Grands Lacs. Et pour les Occidentaux, donc que ce soit les Américains ou les Européens, se positionner au Rwanda, c'est se mettre en mesure d'intercepter les minerais avant qu'ils ne partent chez le concurrent chinois. Et donc par là, limiter la position dominante de la Chine, ce qui sécurise l'approvisionnement des entreprises européennes dans des secteurs, comme je l'ai dit au début, extrêmement stratégiques. Et donc, dans cette perspective, la Commission européenne a signé un partenariat stratégique dans le secteur minier avec le Rwanda en février 2024, quelques mois seulement après en avoir signé un équivalent avec la RDC, ce que d'ailleurs les Congolais ont très vivement reproché à l'Union européenne. Alors, la Commission européenne défend l'accord en affirmant que justement celui-ci vise, je cite, au renforcement du devoir de vigilance et de la traçabilité, la collaboration dans la lutte contre le trafic illicite de matières premières et l'alignement sur les normes internationales en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Alors, cette ambition, elle inspire la méfiance quand on sait que le mécanisme de traçabilité qui avait été mis en place il y a une quinzaine d'années par l'International Tin Association dans les faits, servi plutôt de système de blanchiment pour les ressources congolaises, puisque les certificats d'origine étaient couramment vendus par les coopératives minières. Donc ça a été documenté dès 2012 par des experts de l'ONU et ça a fait l'objet plus récemment, en 2022, d'une enquête donc de l'ONG dont je parlais, Global Witness. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, c'est sur cet étiquetage que se reposent la plupart des grandes marques pour justifier la provenance de ces métaux 3T qui composent leurs appareils. Pour donner un exemple, en 2021, en 2020-2021, en visitant des mines d'où étaient censés provenir les métaux exportés par le Rwanda, les enquêteurs de Global Witness et de l'ONU les ont trouvés sans activité, à l'abandon pour la plupart, ou alors très peu exploités. Et donc, elles servaient en fait à du stockage et à pouvoir étiqueter les minerais congolais comme rwandais une fois passés par l'organisme de certification. Alors pour finir, après les sanctions américaines, les premières sanctions américaines
et la pression des parlementaires européens aussi qui se sont mobilisés sur la question. En mars 2025, on a le Conseil de l'Union européenne qui a gelé les avoirs et interdit de séjour en Europe 8 dirigeants du M23 et le directeur général de l'Office rwandais des mines accusé donc de commerce illicite de ressources naturelles. La raffinerie dont je parlais d'or a été également sanctionnée. Par contre, le partenariat stratégique signé avec l'Union européenne, lui, n'a pas du tout été remis en question parce que cela laisserait la place aux compétiteurs stratégiques de l'Europe. Et d'ailleurs, on y reviendra sans doute, enfin, mais les collègues y reviendront sans doute quand on parlera du processus de paix. Euh, Au cours de 2025, parallèlement à ces négociations de paix congolaises avec le Rwanda, patronnées par les États-Unis, on a vu se nouer des nouveaux accords commerciaux pour l'expansion des intérêts américains au Rwanda, notamment dans la chaîne d'approvisionnement des métaux 3T. D'accord, ben justement, peut-être rebondissons là-dessus. Vous venez d'évoquer un acteur dont on n'avait pas un peu parlé jusqu'à maintenant, sont les États-Unis. Donc en juin dernier, il y a eu cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, avec la médiation des États-Unis et du Qatar. Alors, on pourrait peut-être être un peu surpris de voir apparaître ici des États-Unis qui étaient apparemment plutôt absents ces derniers temps. Et évidemment, dans cette diplomatie de Donald Trump, quel est peut-être ici, quels sont les intérêts enfin, comment l'Afrique centrale rentre-t-elle un peu dans cette diplomatie trumpienne? Et puis, évidemment, on va y revenir, mais vous venez de l'évoquer, Samy, la question des minerais. Mais peut-être, Fatou, sur ce processus de paix et le rôle des États-Unis? Peut-être avant Oui. de parler du processus de paix, je vais peut-être revenir sur les notions historiques de l'instabilité et de la conflictualité en RDC. Et si François, tu veux intervenir sur un petit retour historique sur la première et deuxième guerre du Congo. Euh, En fait, je pense que nous avons besoin là d'une mise en perspective historique un peu globale. Au sens où nous évoquons des questions de développement, des questions de sécurité, des questions de mémoire. Et il me semble que jusqu'à présent, dans la réflexion qui est conduite, il nous manque un petit peu un point d'ancrage justement sur l'ensemble de ces transformations historiques. Alors, je vais venir dans un instant à la Première et Deuxième Guerre du Congo, mais j'aimerais quand même rappeler qu'on parle ici, donc depuis Paris ou depuis New York, d'un pays, donc le Rwanda, qui, en 1994, connaît ce qu'on appelle une année zéro. C'est-à-dire que c'est un pays, une société qui sont totalement détruits par un génocide. Totalement. C'est-à-dire près d'un million de victimes, plus d'un million de victimes, des centaines de milliers de femmes qui ont été violées ou de jeunes filles violées, des enfants orphelins. Et donc, on part de ce point-là, et là, nous sommes 30 ans après. Et donc, on questionne la transformation, l'émergence, l'affirmation de la puissance. Nous avons des collègues chercheurs qui l'ont fait, je pense à Benjamin Chemouni, je pense à Jean-Paul Kimonio, et qui se sont interrogés justement sur les leviers de cette puissance. Ces leviers de cette puissance, vous avez rappelé un certain nombre d'éléments qui me semblent importants pour comprendre le miracle économique, et effectivement pas un concept scientifique, absolument pas, qui à mon avis n'est pas non plus principalement un narratif politique, mais qui a un narratif médiatique. Et ce narratif médiatique, il me semble qu'il a pour vertu de traduire l'écart entre la situation rwandaise de l'été 1994 et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors effectivement, il y a tout un tas d'indicateurs macro que vous avez rappelés, voilà, qui peuvent être questionnés, qui peuvent être débattus, qui ne valent ce qu'ils valent. Mais parmi les choses qu'on n'a pas peut-être rappelées sur cette question du développement, c'est qu'il y a la question de retisser les liens au sein de la société. Et là, le social, le mémoriel, l'économique sont très étroitement imbriqués les uns avec les autres. Alors, je ne vais pas développer tous les éléments qui sont remarquables sur ces outils qui sont mis en place, mais il y a un certain nombre d'outils. Je vais parler des gachacha tout à l'heure pour la question vraiment de la justice et de la mémoire, mais en termes social, on aurait pu parler par exemple d'un certain nombre de traditions, entre guillemets, un peu anciennes, qui ont été ravivées par l'exécutif rwandais
pour essayer justement de proposer un développement social important à une société qui ne pouvait pas se reconstruire s'il n'y avait pas ce développement économique et social. Je citerai deux exemples, l'IMIGO, les contrats de performance qui sont imposés par l'exécutif à l'ensemble des acteurs administratifs de la société rwandaise qui doivent chaque année rendre des comptes. Et c'est sérieux quand je dis rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de répondre aux déclaratifs de l'année précédente où on s'était engagé sur un certain nombre d'objectifs très précis. Je pense à l'Ubude, qui est aussi une tentative d'identifier presque ménage par ménage des catégories de ménages pour ensuite faire en sorte de redistribuer l'aide sociale et l'aide de santé de manière à peu près équitable selon les ménages rwandais. Alors évidemment, c'est imparfait. Évidemment, ça ne fonctionne pas totalement. Mais je pense que si on ne traduit pas, nous, scientifiques, dans des termes un peu forts, le volontarisme extrêmement profond qui a été mis en place depuis 1994, on passe à côté de quelque chose d'essentiel dans la transformation de la société. Et il ne s'agit pas de survaloriser ces efforts comme on a parfois des narratifs autour du miracle, et il ne s'agit pas, à mon avis, non plus d'être dans des logiques qui sont très 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 présentes depuis 1994, dans un certain nombre de milieux, notamment d'ONG, qui sont d'être systématiquement sur une position extrêmement critique dès qu'il s'agit du Rwanda et du FPR. Scientifiquement, je pense que les réponses, elles se trouvent souvent un peu au milieu, on se détache de ces narratifs et on essaye effectivement du mieux possible d'évoquer ces enjeux. Pourquoi je dis ça? Parce que vous m'invitez à parler de la première et de la deuxième guerre du Congo. Et on a parlé du développement, là on est plutôt sur des questions de sécurité. Et ces questions de sécurité, je pense qu'elles ont orienté en partie tout l'effort des autorités rwandaises depuis 1994. Ces questions de sécurité en 94-95, ce sont d'abord des camps au Rwanda qu'il s'agit de démanteler, où il s'agit d'identifier qui a été génocidaire, qui ne l'est pas, de réintégrer les génocidaires dans la société. Ensuite, ces camps, ce sont aussi des camps qui ont été installés ou qui se sont installés plutôt à la frontière du Rwanda, du côté de ce qu'était à l'époque le Zaïre avant 1997, de gigantesques camps de réfugiés. Mugunga, c'est 1 million de personnes qui sont là, avec la clique des génocidaires, de leurs complices, mais aussi des civils qui sont là et qui sont pris en bouclier. Et le choix que va faire Kigali, c'est de soutenir une rébellion, la rébellion à l'époque de Laurent Désiré Kabila, de l'AFDL, et de démanteler ces camps. Et de les démanteler par la force. C'est-à-dire que ces camps ont été bombardés. On a proposé aux gens de revenir. Une partie sont revenus, ont été réintégrés à la société rwandaise, ont été accueillis. On a essayé de gérer le problème du retour dans les maisons, dont certaines avaient été confisquées, dans une société qui restait profondément violente. Et puis une autre partie se sont enfoncés dans les forêts rwandaises, ont essayé de fuir l'avancée de l'AFPR, du FPR, enfin de l'APR et de l'AFDL. Et donc, cette première guerre du Congo, elle s'est déclenchée en partie pour des raisons sécuritaires, parce que cette société profondément traumatisée par le génocide souhaitait repousser au maximum la menace de génocidaires qui étaient en train de se réorganiser dans les camps grâce à l'aide d'un certain nombre d'ONG. Alors, c'est évidemment pas facile en quelques minutes de refaire toute cette histoire. Cette première guerre du Congo, vous le savez peut-être, elle a entraîné la chute de Mobutu, elle a entraîné la prise de Kinshasa par Laurent Désiré Kabila, qui pendant 1 an a gouverné avec une alliance. Il était notamment soutenu par James Kabarebe, qui est un des proches de Paul Kagame. Puis cette alliance s'est retournée l'été suivant, parce que du côté des Congolais, on estimait que la présence rwandaise à Kinshasa était beaucoup trop forte. Et donc ce retournement d'alliance a entraîné la deuxième guerre du Congo, puisque les Rwandais et les Ougandais ont soutenu un nouveau groupe rebelle contre, cette fois-ci, contre leur ancien allié, contre Laurent Désiré Kabila. Ils ont tenté de refaire le coup de la prise de Kinshasa, ça n'a pas fonctionné à l'été 98, et dans une indifférence assez forte, il faut bien dire, de la communauté internationale, pendant 5 ans, le Congo, le Rwanda, l'Ouganda et leurs alliés, on a parfois parlé de la première guerre mondiale africaine, se sont livrés à une guerre particulièrement violente, qui ne s'est achevée pas totalement en 2003, bien sûr, il y a eu les accords de paix de 2003, mais nous avons ensuite une série de résurgences de ces conflits avec le CNDP entre 2006 et 2009, avec le M23 plus récemment entre 2012 et 2021. Et la question des minerais, elle n'est pas anecdotique, cette question, bien sûr, puisque ces efforts de guerre sont financés à partir de l'exploitation des minerais. Mais la question de la sécurité,
ça reste une question qui est première aujourd'hui encore dans un pays qui reste un pays en sortie de crise. Malgré tous les progrès que vous avez notifiés, moi je vais régulièrement au Rwanda, on les voit, on voit la ville de Kigali changer presque d'un séjour à l'autre, on voit cette modernisation s'effectuer, on voit les inégalités effectivement qui persistent, et on voit pour une partie des Rwandais que la question sécuritaire reste une question qui traverse les familles et pas simplement le pouvoir politique. Et ça, si je vous dis ça, c'est juste parce que il me semble que tout ce que vous avez dit était très intéressant, il y a beaucoup de choses très pertinentes, mais que parfois, quand on s'intéresse exclusivement aux flux, aux chiffres macroéconomiques, on perd l'humain. Et on ne peut pas perdre l'humain quand on parle d'une société qui sort d'un génocide. 30 ans, c'est pas beaucoup. Vous avez bien vu que 30 ans, on est encore dans les procès, les gens ne sont pas encore arrêtés, certains fanfaronnent sur les réseaux sociaux, l'idéologie négationniste est toujours présente. Donc vous voyez, cette société rwandaise, quand on l'aborde, quand on la travaille, je pense qu'il faut que nous aussi, en tant que chercheurs, bien sûr, on s'intéresse à tous ces éléments et qu'on garde cette dimension peut-être aussi de compréhension que ce qui s'est joué là ne s'est pratiquement joué nulle part ailleurs. Et si je peux dire ça, c'est parce que nous n'avons pas d'exemple de société où les rescapés ont dû cohabiter directement, habiter en voisin avec ceux qui ont massacré leur famille. Et 30 ans après, c'est pas oublié tout ça. Bien sûr, ils ont reconstitué une société. Les identités ethniques ne soient plus abordées sur les cartes d'identité, qu'elles ne puissent plus être abordées publiquement. Vous savez, c'est la fameuse lutte contre le divisionnisme, inscrite dans la Constitution de 2003, inscrite dans la loi de 2008, qui parfois contribue bien sûr à restreindre très fortement la liberté d'expression dès qu'on traite du génocide ou de l'histoire du Rwanda. Mais tous ces éléments-là, ils sont extrêmement imbriqués dans l'évolution et la transformation rwandaise. Et c'est pas un hasard si j'évoquais Benjamin Chemouni tout à l'heure ou Jean-Paul Kimonio, parce que ces gens-là, ces chercheurs-là, ont cherché à retracer ces 30 ans de mutation et d'évolution d'une société sans en faire une société victime où tout passerait exclusivement par la victimisation, sans au contraire, enfin, sans non plus porter le discours parfois extrêmement critique de certaines ONG ou de certaines organisations des droits humains. 96-97, moi j'ai étudié ces débats, il y avait un débat très très profond. Est-ce qu'il faut être solidaire du nouveau Rwanda en dépit de ses imperfections politiques? Ou est-ce qu'au contraire, on applique au Rwanda exactement les mêmes normes internationales que n'importe autre quel État? Et toutes les ONG françaises pratiquement se sont divisées sur cette question. Les grandes rédactions françaises se sont aussi divisées sur cette question entre ceux qui disaient qu'il faut être extrêmement critique de ce nouveau régime du fait, par exemple, du massacre de 95 à Kibéo, et ceux qui disaient que ce régime méritait une certaine tolérance. Et vous voyez, là, je viens de faire une erreur. J'ai parlé de régime. Est-ce que je dois parler de régime ou de système politique? Déjà, tous les mots sont piégés. Le terme de régime, il est déjà piégé. Donc voilà, c'est un élément que je voulais réintroduire parce que, alors évidemment, je suis historien, donc je plaide pour la mise en perspective historique. Voilà. Je plaide aussi, comme vous l'avez fait, pour l'articulation et les changements d'échelle, c'est-à-dire que l'échelle régionale, elle est fondamentale pour comprendre les choses, mais elle ne doit pas nous conduire à occulter l'échelle nationale. Il y a beaucoup d'éléments aussi qui se comprennent là, et l'échelle internationale, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et puis, je crois aussi qu'il faut qu'on fasse attention de se déprendre d'un certain nombre de narratifs, effectivement, qui sont très présents. Alors, narratifs rwandais, narratifs congolais, mais aussi un certain nombre de stéréotypes qui circulent sur le Rwanda, positifs ou négatifs, dans les médias français et internationaux. Et là, je reprends aussi un peu ma casquette d'historien des médias. Voilà quelques éléments complémentaires sur les apports qui ont eu lieu jusque-là. Merci. Fatou? Oui, merci beaucoup François pour toutes ces précisions qui sont enrichissantes. Euh, Et effectivement, revenir sur le fait que les tensions entre le Rwanda et la RDC, pardon, elles sont anciennes, elles sont enracinées et elles sont, pour recouper aussi avec mon collègue Samy, elles sont recoupées dans une économie conflictuelle durable à l'est de la RDC, dans un contexte de frontières extrêmement poreuses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'inscrit totalement dans un continuum de métastase de la violence au niveau régional depuis 94, avec une continuité durant la première et la seconde guerre, la deuxième guerre du Congo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle du rôle des minerais, on, on, on doit comprendre que à ce niveau-là, et notamment au Nord Kivu,
l'ensemble de la société, elle est organisée autour de l'extractivisme. Elle est organisée pour extraire les matières premières. Et du coup, ça met en péril les priorités de droits humains, d'amélioration des conditions de vie, et ça ancre les populations dans une crise de la sécurité humaine. Et c'est une crise de la sécurité humaine qui trouve son origine depuis 94, avec une résurgence de la violence, avec une systématisation de la violence à chaque échelle conflictuelle, mais aussi en temps de paix. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une crise chronique de la sécurité humaine, et c'est pour ça que lorsqu'on parle spécifiquement de l'Est de la RDC, on parle de crise complexe, de crise multifactorielle. Je vous parlais de la violence systémique contre les civils, on parle aussi de résurgence, de systématisation de la violence sexuelle et sexiste, comme utilisation de armes de guerre, comme déstabilisation de la société à des fins d'occupation du territoire et d'extraction des ressources naturelles, de déplacement massif, ça a été évoqué. Mais d'effondrement de toute initiative de construction d'un service social de base, à chaque fois qu'il y a eu des initiatives de construction d'un service social ou de durabilité infrastructurelle publique, ça s'est traduit par un échec, en tout cas à l'est de la RDC. Donc on est dans une situation de continuum de la violence, d'une crise de la sécurité qui est quasi permanente. Et moi, je vous invite quand même à réfléchir, et là je prends l'échelle internationale, au positionnement des deux États, du Rwanda et de la RDC. Parce que là, c'est de ça qu'on parle, c'est de la tension entre ces deux pays. Le positionnement du Rwanda, il est intéressant parce que il apparaît, et là je fais référence à l'image qu'il donne à l'international et aux investissements en soft power que l'État investit pour se donner cette image. Le Rwanda, il apparaît comme un État, comme je dis, stratège, centralisé, sécuritaire, qui dispose d'une armée qui est efficace, professionnelle, structurée, d'une diplomatie qui est active, parfois offensive aussi. Et Kigali, finalement, ils ont su capitaliser aussi sur la culpabilité internationale liée à l'inaction, au laisser-faire durant le génocide. À l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que la RDC, c'est un pays relativement instable politiquement, une crise, une instabilité politique chronique, une corruption structurelle, un clientélisme multi-échelle, des institutions qui sont très fragiles, très métastasées aussi par la corruption. On a aussi la présence de chefs de guerre dans l'appareil politico-militaire, d'anciennes milices au sein des FARDC, les forces armées congolaises. Et du coup, ça crée une crise à leur niveau de la crédibilité. Crise de la crédibilité dont le Rwanda n'est absolument pas victime. C'est une asymétrie d'image au niveau international. Maintenant, on pourrait parler de mémoire du conflit, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais ce qu'on peut dire aussi, vous parliez du nouvel ordre mondial trumpien. euh, Comment on peut inscrire ce processus de paix? Déjà, est-ce que c'est un processus de paix? Ça, c'est la première question. Et moi, j'aimerais bien aussi entendre potentiellement François aussi sur cette question, parce que moi, je me pose la question, est-ce que c'est un processus de paix ou une énième initiative de pacification qui sera potentiellement dysfonctionnelle, qui est pragmatique, qui est transactionnée et qui est potentiellement dysfonctionnelle dans la durée, qui ne va pas s'inscrire dans la durée. Donc, il y a eu un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda qui s'inscrit dans des processus régionaux. L'idée, c'est de mettre fin à la violence actuelle en RDC, qui est opérée par le M23, encore une fois, soutenue par les Rwandais, même si Kigali a fortement nié, hein. Il y a eu plusieurs initiatives, plusieurs engagements pour mettre fin à ces hostilités. Mais pour moi, à l'heure actuelle, on n'est pas encore dans la désescalade. On est encore dans la désescalade potentiellement temporaire, mais il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui pour se dire, OK, c'est la fin des conflits.
c'est la fin des conflits, on peut repartir sur un dialogue diplomatique régional et principalement entre ces deux pays. Maintenant, sur ce nouvel ordre mondial trumpien, c'est pas un ordre mondial qui est favorable à une diplomatie active, un dialogue constructif. C'est souvent une paix qui est enfin, en tout cas, dans tous les conflits majeurs internationaux, on a vu que c'était une paix qui était des paix, en tout cas en situation de conflit, qui sont transactionnées, qui sont fondées sur le bilatéral, sur le rapport de force. Aujourd'hui, Donald Trump, il se place comme chef de paix, chef international de la paix. Néanmoins, chaque accord, chaque cessez-le-feu, chaque compromis ne sont pas ancrés dans le durable. Ils sont imbriqués dans la marchandisation politique, dans une sécurité, dans une pas dans un dialogue de reconnaissance diplomatique ou de recherche de mémoire et j'en passe. Là, on est plutôt dans une approche des alliances, si on peut dire, un peu ad hoc, quoi. Donc là, on n'est pas, enfin en tout cas à titre individuel, et ça n'engage que moi, je pense pas qu'on est encore dans un apaisement de la situation et une légitimité, une durabilité d'un potentiel processus de paix, si processus de paix il y a. Je veux bien compléter peut-être le propos sur ce point parce que effectivement là c'est un enjeu qui est essentiel. Alors les efforts de paix dans cette région remontent au début des années 2000. Voilà, la MONUSCO est présente depuis plus de 20 ans en fait sur le terrain. Les processus se sont multipliés, vous l'avez rappelé, processus de Luanda, processus de Nairobi, la médiation du Qatar, désormais les accords de paix de Washington. Et pour autant, vous avez 7 et 8 millions de déplacés, une situation sanitaire et alimentaire qui est totalement catastrophique et qui est dénoncée par de nombreuses organisations internationales. Et on a le sentiment que, en dépit des efforts des uns et des autres et des multiples cadres et périmètres finalement de discussion, on ne parvient pas à pacifier la situation. Alors, il y a plein de facteurs évidemment à cela, mais il y en a un sur lequel je voudrais revenir. C'est que je pense que la confiance n'est pas là entre le Rwanda et le Congo et que chacun des acteurs, Congo, M23, pense pouvoir l'emporter encore ou faire la décision par le recours aux armes. Et ça, c'est décisif. C'est-à-dire que les accusations que porte le Rwanda à l'encontre du Congo ne sont pas nouvelles. Elles sont très très anciennes. C'est d'accueillir, d'héberger, de soutenir et de collaborer avec un certain nombre de groupes qui ont promis de poursuivre le travail, d'achever le génocide. Notamment ceux qu'on appelle les FDLR, c'est-à-dire les anciens miliciens, les anciens des forces armées rwandaises, qui certes aujourd'hui ne sont plus très nombreux, entre 1000 et 2500 soldats, alors qu'à une époque, ils ont été peut-être 20 ou 25 000. Certes, ils n'ont plus la capacité de nuisance qu'ils avaient à la fin des années 90 et au début des années 2000. Le terme de FDLR est utilisé depuis l'année 2000, mais il n'empêche, ils résident toujours à quelques kilomètres de la frontière rwandaise et des premiers villages rwandais. Donc ça reste une inquiétude et ça reste au cœur des questions de sécurité pour le Rwanda. Inversement, le Congo, de son côté, accuse son voisin de ne pas respecter sa souveraineté en intervenant directement, en soutenant des groupes rebelles, et il l'accuse aussi d'être responsable de l'ensemble des exactions qui concernent les populations congolaises. Ce à quoi on pourrait répondre que le nombre de groupes dans la zone dépasse la centaine, parfois on en chiffre 180, que certains groupes comme les ADF, les Wazalendo ou les Codeco sont extrêmement violents aussi dans le nord du Kivu, et que rejeter l'ensemble des violences sur le M23, voire sur le Rwanda, c'est aussi une stratégie du bouc émissaire qui est bien pratique. Voilà, donc du coup, vous voyez, le sort de ces populations, on a l'impression qu'il n'est jamais mis au premier plan dans les négociations et dans l'intérêt en fait des différents acteurs. Et donc évidemment, quand on est sur le terrain ou même quand on parle d'ici, depuis Paris ou New York, il y a une forme d'indignation qui ne peut que naître sur le fait que les gens sont complètement délaissés. Et il y a un élément qui est aussi très très important dans la zone, c'est qu'ils sont délaissés ou ils sont protégés simplement par d'autres groupes miliciens. Et donc les groupes miliciens, s'ils ont la main, c'est aussi parce que ce sont eux en partie qui peuvent assurer des formes de sécurité en réactivant des solidarités liées aux appartenances ethniques. Et ça, c'est une question dont on n'a pas encore tellement parlé, mais voyez, la question du sentiment d'appartenance
du sentiment d'appartenance à des identités ethniques, de la propriété du sol aussi, qui est un facteur essentiel en fait de rivalité dans la zone, fait qu'il y a une sorte d'intrication des facteurs, de crise de confiance qui s'instaure de manière durable, et toutes les mesures qui étaient censées instaurer la confiance, aucune d'entre elles n'a vraiment été activée depuis l'accord de Washington, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Le désarmement des FDLR n'est pas engagé, le retrait des mesures de sécurité rwandaises ne semble pas l'avoir été non plus. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très difficile à dépasser. Et du coup, ça interroge aussi la manière dont, à l'étranger, on parle du conflit. C'est-à-dire, est-ce qu'on est systématiquement capable de montrer l'intrication des facteurs et de bien répartir l'ensemble des responsabilités, ou est-ce qu'on épouse un des narratifs? Et ça, c'est une difficulté dont les médias ne sont pas sortis aujourd'hui. C'est que c'est très très difficile pour les journalistes américains ou français de ne pas épouser l'un des deux narratifs et de revenir sur l'intrication des facteurs, propriété foncière, identité ethnique, la question des minerais, des ressources du sous-sol, les rivalités géopolitiques. Le lancement de la deuxième offensive du M23, elle n'est pas liée à la question des minerais. Elle est liée au fait qu'il y a eu un accord entre l'Ouganda et Kinshasa pour que l'armée ougandaise puisse pénétrer sur le sol congolais afin de traquer les ADF. Et pour Kigali, c'était une clause, disons, d'intervention. Il était difficile pour Kigali d'accepter que dans cette zone que sont les deux Kivu et l'Ituri, l'Ouganda redevienne aussi présent militairement. Et donc, c'est sans doute pas le seul facteur, mais c'est un facteur essentiel de la reprise fin 2021 des activités du M23, sans compter l'échec des accords entre Kinshasa et le M23. Donc, c'est pas évident de démêler tout cela en quelques minutes, mais voilà, je pense que là, on a quelques-uns des éléments qui me semblent quand même importants à comprendre pour voilà, continuum de crise, oui, c'est vrai, systématicité de cette crise, avec une crise dont on a l'impression qu'elle se répète presque à l'identique depuis 96-97, alors même que les acteurs ne sont plus tout à fait les mêmes et les enjeux non plus. Merci. Fanny? Oui, alors euh, peut-être quand même pour finir, même si on y passera peut-être un petit peu moins de temps, on avait des questions sur autour de la mémoire du génocide. Euh, euh, Comment expliquer aux élèves aujourd'hui, par exemple, quelles sont les particularités de la mémoire du génocide au Rwanda? Vous avez rappelé tout à l'heure le caractère exceptionnel de ces gens qui vivent en face de leurs bourreaux parfois. Et comment cette mémoire est-elle entretenue par le peuple, par le régime? Quel est son rôle, par exemple, dans la reconstruction d'une unité nationale? Et, euh, et si on a le temps, peut-être aussi nous expliquer quel rôle jouent les associations à l'extérieur Mhm. du Rwanda. Oui. C'est une question qui est très très importante. Il y a de nombreux travaux de grande qualité sur le sujet, notamment de chercheurs français. Je pense à Rémi Corman ou à Florence Rassemont, qui ont travaillé ces enjeux de mémoire et de commémoration, donc qui montrent plusieurs choses, qui montrent une prise en charge institutionnelle de la mémoire du génocide à travers des discours, à travers des commémorations, à travers la mise en place de mémoriaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici le désir pour l'État rwandais de prendre en charge la mémoire du génocide, parce que ce qui se pose comme question, c'est comment, dans une société qui a été autant fracturée et détruite qu'elle ne l'a été en 1994, comment est-ce qu'on peut parler de cette histoire commune? Comment est-ce qu'on peut refaire société après un génocide en n'occultant pas ce qui s'est passé, en parlant, sachant que certains ont été du côté des familles de victimes et sont rescapés, d'autres ont été au contraire du côté des familles de bourreaux, sans forcément être responsables de ce qui s'est... Enfin voilà, comment est-ce qu'on refait société? Et donc il y a un volontarisme très fort de l'État pour travailler ces questions mémorielles à travers un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas spécifiques à l'État rwandais. Voilà, les discours, les commémorations, les mémoriaux, enfin, Mhm. on en trouve bien sûr, y compris en France, mais voilà, ça c'est un élément qui est important. Le travail a aussi été fait, vous avez raison de le souligner, par des associations.
notamment par une des principales d'entre elles, l'association Ibuka, ce qui signifie Souviens-toi. Donc il y a plusieurs Ibuka, il y a Ibuka Rwanda et puis il y a des Ibuka aussi à l'étranger, notamment en France ou en Belgique, qui sont des associations qui regroupent principalement des rescapés avec pour vocation d'entretenir la mémoire du génocide. Alors aujourd'hui, entretenir la mémoire du génocide, le faire connaître, mais il faut penser que dans les années 90, il n'était pas gagné que le génocide des Tutsis bénéficie d'une reconnaissance internationale. Il a fallu attendre plus de 10 ans pour qu'une certaine reconnaissance internationale commence à s'affirmer, alors qu'en 94-95, on demande aux nouvelles autorités de Kigali de négocier le retour au pouvoir des anciennes autorités qui ont porté le génocide. Donc il faut voir aussi là d'où on part. Hein, je suis désolé d'insister sur ce point, mais voilà, des fois on a un peu tendance à oublier que cette mémoire du génocide des Tutsis, qui nous semble aujourd'hui une mémoire plutôt reconnue, diffusée internationalement, voilà, qui pèse finalement dans la culture commune, ça n'a absolument pas été le cas dans les années 90 et 2000, et ça a été construit patiemment par, alors bien sûr l'État rwandais d'un côté, par des associations, par la diaspora aussi solidaire du Nouveau Rwanda, qui a joué un rôle important à travers des productions culturelles, à travers des productions artistiques. Je sais pas, on peut penser par exemple du côté des écrivains francophones à Scholastique Mukasonga. Voilà, c'est des gens qui ont contribué aussi beaucoup. Si je ne parle pas de Rwandais, on peut penser à Jean Hatzfeld, qui à la fin des années 90, au début des années 2000, a aussi énormément contribué à ce que le génocide soit reconnu, à ce qu'il soit mieux connu par le grand public. Et donc ça, c'est un élément qui est assez fondamental. J'ajouterai un troisième élément, ce sont les processus de justice. Le TPIR, la justice internationale, qui a été une arène importante de connaissance et de reconnaissance du génocide, qui a aussi été une arène importante de diffusion des discours de négation. Mais voilà, le tribunal d'Arusha a joué ce rôle-là. Et au Rwanda, ce sont essentiellement ce qu'on appelle les gacaca, c'est-à-dire des anciens tribunaux ou assemblées communautaires qui visaient plutôt à résoudre en fait les conflits au sein de petites communautés villageoises et qui ont été réactivés pour faire en sorte que les génocidaires puissent raconter ce qui s'est produit, ce qui permet beaucoup de choses. Raconter pour les familles de rescapés, c'est essentiel. Ça veut dire qu'on sait comment le papa, la maman, le frère, la sœur sont morts, où sont les corps, qu'est-ce qui s'est passé, qui est le responsable. Enfin, voilà, pour se reconstruire individuellement et collectivement, c'est vraiment essentiel. Et puis, c'est aussi un outil qui a été décisif en termes de reconstruction politique, parce que voilà, on insiste beaucoup sur voilà, ce régime présidentiel extrêmement fort qui est le Rwanda, en partie aux mains d'un parti, le Front patriotique rwandais, même s'il y a d'autres partis qui existent, mais qui sont minoritaires dans la vie politique rwandaise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce régime, depuis 1994, il est fragile, en fait. Et s'il échoue en termes de sécurité, s'il échoue en termes de développement, s'il échoue en termes de mémoire, il n'a plus de légitimité. Donc ça permet de comprendre aussi les efforts qui sont faits en termes de communication, voire nationale et à l'international. Le FPR, bien sûr, c'est lui qui a mis fin au génocide, mais il doit prendre le contrôle d'un État où une grande partie de la population lui a longtemps été hostile. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la légitimité des, des groupes rebelles. J'ai l'impression que l'image, c'est... Vous m'entendez toujours? Mm. Oui, j'ai l'impression que l'image s'est figée, donc je ne sais pas si le son continue. On vous Mais voilà, entend. On vous d'accord. entend. Donc voilà, vous voyez, développement, sécurité, mémoire, ce sont trois piliers qui sont essentiels pour la légitimité du pouvoir rwandais, d'où les efforts, d'où le volontarisme, d'où le contrôle, d'où la centralisation, parfois jugée excessive, qui sont mis en place sur ces éléments. Voilà. Il y aura un quatrième élément, les enjeux diplomatiques et internationaux liés à la mémoire, mais j'ai cru comprendre que nous avions un petit peu dépassé le temps imparti. Ah, c'était juste un problème avec Fanny, voilà, d'accord, j'ai compris. Oui, oui, oui. Du coup, bah, je vais reprendre Voilà. peut-être la main parce que c'est Fanny, me semble. Fanny, tu es avec nous? Oui, oui, mais j'ai des problèmes de connexion, donc je préfère que tu... Ce sera plus D'accord. sûr. On voulait revenir, pour le coup, dans le cas de la France, sur le rapport Duclerc, évidemment, donc a été publié en mars 2021 et se poser rapidement, bien sûr, la question des relations franco-rwandaises, en fait, au lendemain de cette publication. Quel rôle ça avait eu? Est-ce que ça a profondément participé à un réchauffement des relations? Est-ce que ça a réglé peut-être certains problèmes dans les relations franco-rwandaises qui étaient relativement délicates depuis le génocide.
Oui, alors là aussi, je vais pas vous refaire tout l'historique, mais il faut savoir que pendant des années, les autorités françaises ont tout fait pour gêner le développement du Nouveau Rwanda, pour l'entraver, pour empêcher cette reconstruction de la société, cette reconstruction économique. Par des leviers politiques, des leviers diplomatiques, par le développement de formes de narration, et puis par un déni quant à l'existence du génocide et quant à quelques responsabilités euh, françaises dans le génocide. Alors il y a eu des étapes. En 98, il y avait eu un rapport d'une mission d'information parlementaire qui avait déjà levé un grand nombre enfin, donné un grand nombre d'informations sur ces responsabilités françaises. Et puis on était reparti dans des tensions très fortes dans les années, notamment entre 2006 et 2009, avec carrément une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors oui, bien sûr, le rapport Duclerc a été très important. Il a été important pour rapprocher la manière dont les deux États se représentent le génocide, se le racontent et le racontent à leur société, et rapprocher, voilà, on parle beaucoup de narratifs, mais que la mémoire de ce génocide se rapproche, les mémoires du génocide se rapprochent entre la France et le Rwanda. Euh, Ça a été important pour les Rwandais. Les Rwandais, je crois, ont trouvé un certain nombre de défauts au rapport, mais ils ont trouvé une grande vertu. C'est de faire en sorte de repousser en grande partie les discours négationnistes. Parce que le rapport Duclerc, voilà, on peut lui reprocher des choses, mais il est assez solide sur la question du génocide. Il est très informé sur l'exploitation des archives et il permet d'établir des responsabilités. Vous vous souvenez cette phrase lourde et accablante, hein, qui a été reprise un petit peu partout. Et c'est un grand pas. En 2014, Manuel Valls, devant l'Assemblée nationale, c'est pas du tout ce qu'il disait, hein. Au contraire, il prenait la défense de l'armée française, il s'indignait que quelque accusation puisse avoir lieu contre le rôle joué par la France au Rwanda avant et pendant le génocide. Donc vous voyez le chemin parcouru entre le rapport Duclerc présenté en 2021 et les discours de certaines autorités françaises encore en 2014 ou 2015. Donc voilà, Stéphane Audouin Rousseau aime bien utiliser l'expression, il a ouvert une brèche, ce rapport a ouvert une brèche dans le mur du déni. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours une force de la négation. Du côté d'un certain nombre d'acteurs français impliqués en 94, par exemple, du côté d'un certain nombre de personnes qui aiment revisiter l'histoire, mais quand on Gardez a leur examen. ce type de rapport d'un millier de pages documenté, exploité avec une exploitation forte d'archives, bah, ça permet de faire en sorte qu'ensuite l'histoire s'écrive un peu plus sereinement. Et voilà, ça donne un socle à la connaissance. Je pense que ce rapport a été important. Il a aussi évidemment facilité les rapprochements, le rapprochement Ah diplomatique. oui, Vous vous souvenez la ref. donc vous vous souvenez de la visite d'Emmanuel Macron à Guy-Sozy, qui a tenu un discours fort aussi de reconnaissance des responsabilités françaises. Et évidemment, derrière, ça engage des collaborations dans le domaine de la culture, dans le domaine des archives, dans le domaine de l'écriture de l'histoire, sans compter des intérêts entre États qui peuvent se discuter plus facilement que ce n'était le cas jusque-là. Donc oui, il y a eu un réchauffement diplomatique important et ici, l'historien a presque été un des acteurs finalement de ce réchauffement climatique, de ce réchauffement diplomatique, pardon. Merci beaucoup. Euh, Peut-être, Gaël, voudrais-tu passer aux questions s'il y a des questions? Merci beaucoup à tous les trois. Et merci à toutes, merci à tous. Effectivement, on va prolonger ces échanges en reprenant les questions qui nous arrivent. Alors, une question d'abord très simple sur le rapport Duclerc. Comment peut-on le consulter? Est-ce qu'il a été publié? Est-ce que... Oui, il est accessible en ligne avec ses annexes et il a aussi été publié chez Armand Collin, si je me souviens bien. D'accord. Donc il est très aisément accessible. Alors, on a une question qui s'adresse à l'historien au sujet du discours expansionniste de Kigali. C'est l'expression qui est utilisée dans la question, considérant que la partie nord et sud du Kivu ferait partie historiquement du territoire rwandais. Est-ce que Ouais, alors ça, c'est une question qui est intéressante et qui est complexe, hein. Mais tout à l'heure, j'évoquais la nécessité de se déprendre et de se défaire d'un certain nombre de récits. Et des récits plutôt récents, là. Je parlais plutôt des narrations de guerre, en fait, qui peuvent être portées par le M23 ou par Kinshasa. Mais il y a des récits beaucoup plus anciens aussi qui existent. Effectivement, un exemple de ces récits
beaucoup plus ancien, c'est l'idée selon laquelle la royauté Nyinga, donc la royauté rwandaise, aurait été maître en fait de ces régions, des deux Kivu et de l'Ituri. Ce qui n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y avait une influence de la royauté rwandaise, mais qui n'était pas systématique, qui n'était pas si forte que cela. Il y avait voilà, des formes d'indépendance aussi des populations qui étaient assez nettes. Et c'est vrai que ce récit revient parfois dans la bouche de certaines élites rwandaises lorsqu'il s'agit de justifier ou de légitimer une présence ou une influence rwandaise sur les régions du Kivu. Alors, il me semble que ce n'est pas un argument qui est souvent mobilisé par les autorités rwandaises elles-mêmes, mais je crois qu'il y a au moins un discours de Paul Kagame qui y fait référence. Voilà, il faudrait que je revoie mes archives, mais je crois qu'il y a un discours il y a quelques années qui y faisait référence. Euh, il y a d'autres discours qui existent et qui sont aussi des discours très, très schématifs et qui n'ont pas vraiment de réalité sur l'idée que Kigali et le Rwanda seraient forcément belliqueux, qu'ils trouveraient en fait cette dimension belliqueuse dans une forme d'historicité d'un royaume fondé sur la guerre et sur les affrontements, et qu'il travaillerait au délitement de ses voisins. Donc ça, c'est des discours qui ont circulé dans les années 60, 70, qui sont parfois réactivés aujourd'hui dans le contexte de tensions très fortes entre les deux pays. Mais en général, il faut essayer souvent de les déconstruire, et je donne juste une référence essentielle, puisque le travail de déconstruction est fait par certains chercheurs, le travail de Gillian Matisse, qui a été publié en 2025 et qui revient sur l'ensemble de ces récits anciens et sur leurs usages contemporains. Alors, une autre question sans doute pour vous, François Robinet, parce qu'elle reprend la notion de fragilité. Elle interroge le lien entre les Hutus et les Tutsis aujourd'hui. Voilà, est-ce que ce lien, on peut le définir comme un lien encore fragile? Je ne dirais pas les choses comme ça. Il y a des questions de génération. C'est-à-dire, les générations qui ont 50, 60 ans, qui ont vécu le génocide, ces générations-là, elles savent très bien, en fait, où se situait leur famille dans le temps des génocides. Est-ce qu'elles sont issues d'une famille de rescapés? Est-ce qu'ils sont plutôt issus d'une famille qui a trempé dans le génocide? Et si je dis tout ça, c'est parce que le génocide, d'une certaine manière, il fige ces supposées identités ethniques, hein. Vous vous souvenez, Hutu, Tutsi, ce ne sont pas réellement des ethnies. Voilà, il y a toute une construction historique. Je n'ai pas le temps d'y revenir, je vous renvoie aux travaux de Jean-Pierre Chrétien. Mais c'est sûr que le génocide, d'une certaine manière, fige les identités ethniques. Et en même temps, le travail que j'évoquais tout à l'heure, de dire nous sommes tous rwandais. Alors ça peut paraître un slogan, c'est pas un slogan, nous sommes tous rwandais. C'est la phrase essentielle pour revivre au Rwanda après 1994. C'est-à-dire que si les gens continuent à essentiellement se ressentir comme appartenant à l'un ou l'autre des groupes qui ont été impliqués dans le génocide, il n'y a pas de reconstruction possible, il n'y a pas de revivre ensemble possible. Alors que ce volontarisme de l'État rwandais pour essayer de faire disparaître au maximum ces appartenances ethniques, c'est la condition essentielle du vivre ensemble. Donc voilà, peut-être ma réponse n'est pas totalement satisfaisante. Évidemment qu'on n'est que 30 ans après, évidemment que pour beaucoup, selon les générations, il y a des souvenirs en fait des appartenances anciennes. Euh, il y a des gens aussi qui disent, voilà, des gens de certaines générations qui disent, bah voilà, moi, quand quelqu'un rentre dans un espace public, je sais aussitôt où se situait sa famille dans le temps du génocide. Un génocide, ça ne s'oublie pas, au contraire, la mémoire du génocide, elle est constamment vive, même 30 ans après. C'est pour ça que parfois, quand on n'est pas complètement immergé dans la vie politique rwandaise, on peut avoir l'impression, mais le génocide, quand même, voilà, c'est toujours avancé dans les discours, ils en font beaucoup. Non, c'est constamment présent, parce que cette mémoire du génocide, elle reste vive, même voilà, plus de 30 ans après. Et une vivacité qu'on a du mal à imaginer quand on ne fréquente pas, en fait, le Rwanda. Alors, une question qui interroge le storytelling du Rwanda à propos de sa politique environnementale en faveur du reboisement, des énergies vertes. Comment le storytelling autour de ces projets, alors et de slogans Rwanda vert, s'articule-t-il avec la mémoire du génocide dont on vient d'évoquer et la quête de résilience? Est-ce que ces récits servent aussi à renforcer la cohésion sociale ou la crédibilité internationale du régime? Je ne sais pas si Samy et Fatou sur Kigali verte, si vous avez des éléments, moi j'en ai pas beaucoup. Donc je vais juste dire une chose, c'est que toutes ces actions qui sont employées par l'État,
pour essayer de travailler au développement, à la sécurité et, disons, aux enjeux de mémoire et au vivre ensemble. Euh, Bien sûr, elles sont accompagnées d'une mise en valeur de ce volontarisme. C'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas partir de là. Il faut d'abord étudier l'action, son contenu concret. Pourquoi est-ce qu'on a planifié ce type d'action et quels résultats cela donne-t-il? Souvent, c'est imparfait. Voilà, il y a des avancées et puis au contraire des limites, hein, comme Fatou l'a montré tout à l'heure sur la question du développement économique. Mais pourquoi toujours avancer ces idées de narratif, de storytelling, comme s'il y avait toujours, on présupposait toujours une forme de malhonnêteté, en fait, du système politique ou des élites politiques rwandaises. Et là, je voudrais dire un mot quand même, c'est que les élites politiques rwandaises aujourd'hui, euh, elles ont eu quand même un certain courage à conduire le pays pendant 30 ans et à essayer de le sortir de là où il était en 1994. Donc je pense qu'il y a une question de dignité et de confiance qui exige de nous que nous soyons prudents sur le vocabulaire que nous mobilisons quand nous parlons, surtout depuis Paris ou depuis New York, ces grandes villes occidentales, voilà, d'un pays dont les élites et la population s'est battue, en fait. Sur Peut-être. Kigali Vert, moi, j'ai pas d'informations très précises, hein, je suis désolé. Oui, bon, dans les grandes lignes, et je vais répondre rapidement sur le positionnement face aux aléas climatiques. C'est que, moi, je te suis, François, c'est qu'il y a un vrai pragmatisme pour garantir la sécurité des populations. Alors, on se souvient de la catastrophe qu'il y a eu en mai 2024, des inondations, glissements de terrain. C'est c'est une vulnérabilité fréquente. Et le Rwanda, c'est un pays qui est vulnérable, où son secteur premier, c'est le secteur agricole, qui est fortement exposé face aux aléas climatiques, il n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire, et en plus de ça, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. C'est un pays qui est totalement enclavé, qui dépend de son écosystème. De la terre. Donc en fait, il n'a pas de choix que de préserver cette terre, de préserver aussi la beauté de ses paysages, étant donné que maintenant il dépend aussi du tourisme haut de gamme de masse de tourisme haut de gamme et pas de masse, pardon. Donc en fait, là où je pense que se positionne le Rwanda, c'est avant tout dans une stratégie de préparation et d'anticipation des risques liés aux aléas climatiques, qui vont être des risques qui vont être croissants. Donc c'est pour ça, d'où son positionnement, en tout cas en faveur de l'accord de Paris, d'où parfois aussi des politiques qui sont très restrictives et très rigides en matière de protection de l'environnement. Là, je parlais de l'usage du plastique. L'usage du plastique au Rwanda, c'est interdit, notamment à usage unique. Ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas entrer dans le pays avec des sacs plastiques. Ensuite, ça en fait, moi la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, dans une situation globale et internationale de remise en question des priorités climatiques du monde, euh, où va se positionner le Rwanda? Parce que c'est un pays qui a une politique pragmatique en matière de développement durable, qui est conscient aussi de ces vulnérabilités climatiques et des vulnérabilités, c'est des vulnérabilités climatiques d'ailleurs qui sont des vulnérabilités régionales, hein, ce n'est pas que le Rwanda. Donc, est-ce que finalement ces efforts ils vont s'inscrire encore une fois à moyen terme ou à long terme? Ça aussi, c'est une question qui est ouverte. Au-delà j'ai pas tellement d'éléments sur la politique verte en soi de Kigali, mais au-delà des objectifs climatiques, pour un pays comme le Rwanda, parier sur les renouvelables, c'est aussi parier sur des énergies qui vont attirer les financements internationaux. Parce que aujourd'hui, vous pouvez pas faire financer du charbon, du pétrole et du gaz. Et donc, parier sur ça, c'est encore une fois pouvoir se positionner en partenaire des grandes institutions internationales, notamment de financement. Et ensuite, pour faire le lien avec la question des minerais, on le voit avec le Congo, l'objectif des pays de la région, c'est aussi d'essayer de ramener, d'intégrer la chaîne de valeur de ces minerais et donc potentiellement de pouvoir produire des technologies à plus haute valeur ajoutée. C'est l'ambition du Congo, mais j'imagine que c'est aussi celle du Rwanda. Avoir des Européens, des Américains qui construisent des fonderies, c'est bien. Mais si on peut ensuite faire des produits à plus haute valeur ajoutée, et notamment dans le secteur énergétique sur place, ça sera encore mieux.
Et juste pour clarifier, c'est que le projet Vision 2050, c'est à totalement intégrer l'axe climatique comme un axe transversal, en fait. Donc avec une politique de protection de l'écosystème forestier, avec la mise en place de nettoyage, enfin, une politique de nettoyage communautaire, quoi en gros. Mais l'idée, je pense, alors moi, je suis prudente pour dire aussi que c'est une manière de se positionner au niveau face à la communauté internationale, c'est une manière de se positionner comme le bon école, comme le bon élève du climat. Moi, je suis pas sûre de ça. Je pense que effectivement, il y a peut-être de ça, mais ça répond aussi à des vulnérabilités internes directes. À la sécurité des populations et à une vision durable de la sécurité de la sécurité et de la stabilité des populations et de la stabilité d'un secteur économique agricole aussi, hein. Entendu. Une question nous arrive sur la place des femmes dans les institutions rwandaises. Alors, les femmes sont, je vous dis la question telle quelle, les femmes sont très présentes dans les institutions rwandaises, me semble-t-il. Est-ce en lien avec le génocide? Faut-il y voir une forme de réparation? Est-ce un levier pour le renforcement de la cohésion sociale? Je vais peut-être introduire, après je te laisse la parole, François, mais c'est vrai que, encore une fois, le Rwanda, il s'affiche comme le bon élève avec un parlement, c'est le seul parlement au monde avec une majorité de femmes. Donc c'est impressionnant, hein. Néanmoins, on en trouve pas mal dans les pays africains aussi, des parlements où il y a une forte proportion féminine. Là où c'est intéressant, c'est que je me suis permise de voir aussi dans les questions, c'est que euh, le Rwanda, même en matière d'égalité homme-femme, ils ont en place de nombreuses initiatives sociétales, notamment en matière de DSSR, droit à la santé sexuelle et reproductive, santé maternelle, planification familiale. On a vu aussi pas mal dans plusieurs pays africains, mais notamment au Rwanda, l'école des maris. Donc l'idée, c'est qu'il y a quand même une volonté, une initiative politique au sein des politiques publiques, enfin, des politiques sociales, de réduire les inégalités hommes-femmes. Après, est-ce que le fait d'avoir 61% de la population de femmes au Parlement, ça garantit des politiques équitables? Ça, c'est toujours à moindre mesure. Parce que est-ce que déjà, le pouvoir est centralisé vers le Parlement? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, des politiques pour réduire les inégalités hommes-femmes, pour réduire les stigmas de genre, ce sont des politiques qui doivent être financées. Donc ça, je vais peut-être laisser François répondre là-dessus, mais est-ce que les financements alliés à l'amélioration du droit des femmes suivent? Ça, c'est une autre question. Mais c'est pas une question que j'ai étudiée précisément, mais c'est vrai qu'au-delà de la représentativité politique, des politiques publiques mises en place, il y a aussi les formes d'incarnation du pouvoir qu'on peut observer en fait à Kigali et au Rwanda, et où là, pour le coup, la représentation féminine n'est pas symbolique. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, dans les milieux politiques, dans les milieux artistiques, dans les milieux culturels, on a une représentation féminine extrêmement importante, y compris aux places dirigeantes, donc pas uniquement au Parlement. Et ça, je crois que ça traduit quelque chose aussi d'une société qui, après 94, a eu besoin de se reconstruire. Alors, sans doute d'une certaine manière aussi en accordant une attention particulière à celles qui ont été des victimes spécifiques du génocide, au sens où les actes de cruauté, les viols, la transmission du virus du sida, les femmes ont été victimes d'une manière, enfin, avec une diversité de manières assez étonnante. Et il y a eu un besoin de prise en charge aussi, voilà, des rescapés et ES à travers un certain nombre d'associations, notamment l'association des veuves en fait, du génocide qu'on appelle Avega. Donc je crois qu'il y a au sein de la société et de ses élites une attention très très particulière effectivement à la situation des femmes. Et il faut aussi avoir en tête peut-être que au sortir du génocide, dans la société rwandaise, vous avez un déficit énorme de compétences et de cadres. Parce que les cadres de l'ancienne administration, ils ont tous fui à l'étranger, en fait. Puisqu'ils ont été en partie, soit ils ont pris en charge le génocide et ils l'ont perpétré,
soit en gros ils ont laissé faire et ils étaient euh, susceptibles d'être considérés comme complices du génocide. Donc ce déficit de cadre a permis aussi voilà, aux différentes compétences d'occuper une place pour essayer de travailler à l'effort de reconstruction et de transformation de la société. Donc ça, c'est une piste aussi. Euh, donc il y a la question des convictions, de la vision politique et puis des besoins aussi de la société au moment où ça se pose. Alors, on a une question qui interroge le défi démographique auquel le Rwanda serait confronté. Antoine, si on peut revenir, merci. Donc, le Rwanda a opté pour une politique responsable qui vise à encourager le secteur tertiaire de l'économie, réduire la part de la population vivant de l'agriculture et à mieux maîtriser la fécondité des femmes par un accès aux services de planning familial et à l'éducation de base. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces politiques peuvent permettre au Rwanda de relever le défi démographique auquel le pays serait confronté, si tant est que ce soit bien le cas? Ça dépasse un peu mon domaine de compétence, hein, la question démographique au Rwanda. Aujourd'hui, je dois dire, je sais pas Oui, si non, Pas tout, pas de... non, enfin, je suis même pas sûre d'avoir bien compris la question. Ouais. Alors, on va passer à une autre question, puisqu'il nous reste 5 minutes. Euh, alors, les dernières interventions ne sont pas tout à fait des questions. Une question qui nous est posée sur dans quelle mesure les dynamiques économiques et la stratégie d'expansion du soft power rwandais peuvent être durablement affectées par l'enlisement des tensions à l'est de la RDC. Est-ce que ce contexte est susceptible de remettre en cause le miracle rwandais, notamment aux yeux des partenaires et des investisseurs? c'est... Vas-y, Fatou, si tu veux, Non, mais non, je t'en prie. Mais peut-être que je voulais faire la jonction avec ce que tu as dit. Alors, pas forcément parler spécifiquement des investisseurs, mais peut-être de la mise à mal de l'image du Rwanda à l'international. Il y a quelque chose que tu as dit, François, et je voulais réagir depuis tout à l'heure lorsque tu as parlé de la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la mémoire du génocide rwandais, elle n'est pas figée en soi. Le fait qu'il y a eu un génocide, c'est tout à fait reconnu, mais il y a aujourd'hui une lutte aussi pour, euh, pour l'intégration, enfin en tout cas une lutte dans le cadre du mémoriel, que ce soit au niveau de la RDC que du Rwanda. Et on se rend compte que ça se traduit au niveau des espaces et symboliques, au sein de la diaspora. Ça remet aussi en cause les légitimités politiques des États au niveau régional. Et en fait, ce qui est intéressant sur la mémoire officielle du génocide, elle se heurte aujourd'hui avec le nouveau récit, en tout cas, c'est pas le nouveau, mais le récit mémoriel des violences, des massacres commis après le génocide, notamment durant la première et la seconde guerre de la RDC. Et je te lance la perche. Et on peut encore en débattre longtemps, mais sur l'intégration aussi du rapport mapping comme un enjeu mémoriel et aussi un enjeu politique et diplomatique. Parce que le rapport mapping, il a été publié en 2010. Et en fait, c'est aussi un point de rupture majeur dans la mesure où il documente, il met en lumière les crimes de masse qui ont été commis durant la première et la seconde guerre de la RDC entre 1993 et 2003 et il met en cause les forces étrangères, les acteurs non étatiques. Il remet aussi euh, il remet en débat la question du strict génocide, le rejet en fait, il y a eu un rejet de la part de Rwanda de reconnaître en fait ce rapport mapping. Ça s'inscrit dans leur propre stratégie mémorielle pour
continuer aussi de protéger le récit fondateur d'un Rwanda post-génocide, de continuer de reconnaître aussi les violences qui ont été subies avant 94. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette controverse, elle révèle que la mémoire du génocide, c'est pas juste un enjeu de commémoration, c'est aussi un instrument diplomatique, c'est un instrument géopolitique et la question du mémorial est très structurante dans les relations régionales dans la zone des Grands Lacs. Donc, moi, je me pose, après, je pense qu'on n'a pas forcément la même avis sur la question, mais je pense que pour comprendre les tensions à l'œuvre au Rwanda et en RDC, il faut aussi comprendre tout l'axe mémoriel, tout ce qui va être de l'ordre de l'histoire, du revenir sur aussi un cadre de juridique. Pourquoi pas aussi l'invocation de la justice internationale en matière de violences commises durant ces 30 dernières années. Parce à l'heure actuelle, ce qu'il y a, c'est que les tensions sont tellement proéminentes, les violences sont tellement massives et systémiques, et notamment envers les femmes, à l'est de la RDC, qu'elles se reproduisent aussi en temps de paix. Et du coup, et ça c'est un fait, puisqu'on parlait aussi au niveau local, il n'y a pas de mécanisme local juridique viable vers lesquels les femmes peuvent se retourner, enfin se tourner, pardon, pour réclamer justice contre leurs agresseurs. Donc, et à chaque fois, il y a soit une situation de déplacement, soit une situation ou d'offensive. Donc, finalement, il n'y a pas de procédure juridique viable pour ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et sexistes. Et ce qui se passe, c'est que finalement, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de possible résilience. Donc, on peut juste s'attendre à une résurgence perpétuelle de la violence et notamment de la violence sexuelle et sexiste genrée. Donc, moi, je pose la question comme ça parce que c'est une question que je me pose aussi à titre individuel. Est-ce que on ne doit pas aussi renouveler un récit autour de la mémoire qui est aussi un récit qui dépasse la frontière de la RDC et du Rwanda, mais est-ce que c'est aussi une manière de mettre à mal le récit du génocide rwandais? Moi, je te tends aussi la perche, François, si tu veux répondre à cette question. Oui, volontiers. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu as dit. Euh, la première chose sur laquelle je te rejoins complètement, euh, c'est qu'il y a à la fois une forme d'invisibilisation des violences qui ont été subies en fait par les populations des Kivu et de l'Ituri, notamment des femmes, un défaut de reconnaissance, peu de témoignages qui circulent, en tout cas peu de témoignages audibles par le plus grand nombre, et puis un défaut de justice. Et donc, effectivement, si on cumule ces trois éléments-là, euh, on a là des populations qui sont plongées, effectivement, depuis des années et des années, dans des cercles de souffrance, de détresse, de mort. On parle de la mort de masse aussi, même si on a du mal à se fixer sur des estimations extrêmement précises du nombre de victimes depuis 1996. On est bien confronté ici à la mort de masse et il n'y a pas, quasiment pas de prise en charge en termes de reconnaissance ou de justice. Donc ça, c'est un élément qui est décisif. Euh, c'est un élément qu'a bien compris le pouvoir congolais actuel, qui est en situation un peu délicate militairement, mais qui diplomatiquement est très offensif autour d'un narratif qui est celui de la mise en valeur des souffrances des populations et d'une forme de victimisation du peuple congolais, pour essayer d'affaiblir l'État rwandais, puisque le seul accusé de ces violences se retrouve être le Rwanda. Donc il y a un narratif congolais qui se déploie, qui fait d'ailleurs que Kinshasa accueille en grande pompe quelqu'un qui a pourtant été condamné pour négationnisme en France, c'est Charles Nana, qui est celui qui aujourd'hui inspire en partie le narratif congolais. Si je dis ça comme ça de manière un peu abrupte, c'est que je pense qu'on ne s'en sortira pas par des logiques de concurrence des victimes. Et qu'on ne s'en sortira pas en déployant pour le Congo la grille de lecture du double génocide, qui est une grille de lecture
négationniste depuis des années. C'était la grille de lecture qui a été portée par Péan, qui est portée par Charles Nana, par un certain nombre de personnes qui sont des négationnistes notoires et dont l'objectif principal était de fémiser au maximum l'ampleur du génocide des Tutsis du Rwanda. Donc je ne pense pas que la reconnaissance des souffrances des populations congolaises passe par le déploiement de ce type de rhétorique. Après, je n'ai pas forcément la solution. Qu'est-ce qui va permettre une attention médiatique forte? Qu'est-ce qui va permettre le déploiement de structures de justice en local ou à l'international, hein, les deux sont possibles. Est-ce que les difficultés et l'expérience rwandaise peuvent donner, là aussi, peut-être un certain nombre d'informations, de leçons sur ce qui pourrait être mis en place? Je ne sais pas, c'est une piste, mais là, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est que, et d'ailleurs, Kylian Matisse insiste aussi sur ce point-là, c'est qu'on insiste beaucoup sur la frontière, sur la rivalité, sur les tensions. Mais cette zone-là, c'est d'abord une zone de coopération. C'est d'abord une zone de collaboration. Les populations entre Congo et Rwanda, elles circulent aisément, elles collaborent sur le domaine de l'exploitation, du commerce, mais aussi sur des domaines plus pointus. Voilà, j'ai un excellent collègue qui travaille sur les questions de mémoire et qui me dit que régulièrement, voilà, ils vont travailler avec les Congolais sur les enjeux mémoriels. Mais ça, c'est des initiatives un peu micro-locales, dont on parle peu, qui sont peu mises en valeur. Et peut-être que en repartant vraiment du local, du terrain, et en faisant entendre les voix de personnes qui sont dans ces logiques plus de coopération, de collaboration, que dans des logiques d'affrontement, peut-être que là, on gagnerait aussi en compréhension, en attention, et juste en attention aux vies humaines, en fait, parce que c'est ça le défaut. Voilà, on parle beaucoup de géopolitique, de rivalité entre États, de puissance, mais est-ce qu'on est capable d'apporter de l'attention aux vies humaines? Et moi, très clairement, je le dis, je connais beaucoup mieux la situation de 1994 et tout ce qui s'est passé, je suis capable de vous décrire en long, en large et en travers, que le détail de ce qu'ont subi les populations congolaises ces 10 dernières années, par exemple. Voilà, parce qu'il y a un manque d'études historiques, il y a un manque d'études anthropologiques. Il y a des gens, bien sûr, qui travaillent sur ces terrains-là, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas encore de travaux qui vraiment aient touché le plus grand nombre, aient touché les décideurs politiques. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait essayer de travailler. Mais je pense que travailler en mettant en avant, finalement, les tensions entre les États, c'est perdu. On est fichu. Si on fait ça, on est fichu, en fait. Voilà. Et voilà, moi, connaissant bien aussi la dimension très constructive, par exemple, de mes collègues rwandais, mes collègues historiens, voilà, eux, ils ne sont pas dans ce genre de rivalité. Ils disent, ben, nous, on veut collaborer. Vous allez dans un certain nombre d'institutions rwandaises, vous avez plein de mémoires sur ce qui se passe à l'est du Congo. Enfin, il y a un fort intérêt. Donc voilà, comment est-ce en gros, comment est-ce qu'on restaure de la confiance? C'est ça. Voilà, moi, je suis historien, c'est pas mon métier de restaurer de la confiance, parce que j'identifie bien que le problème principal reste celui-ci. Merci beaucoup pour ces derniers éclairages. Il est déjà 18h06. Nous avons un petit peu débordé, mais voilà, on a écouté attentivement tous vos échanges extrêmement riches et éclairants. Je dois vous dire qu'on a eu des commentaires, voilà, qui vous remercient pour l'ensemble de cette conférence. Je vous rappelle que cette conférence fera l'objet d'un replay disponible très prochainement, d'ici 1 à 2 jours, pour les adhérents de l'IRIS, et d'ici 2 semaines pour l'ensemble du grand public sur la chaîne YouTube de l'IRIS. Voilà, donc il me reste à vous remercier chaleureusement, toutes et tous, pour vos interventions, et à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir.